Alors, je vous propose qu'on commence. On n'est pas encore tout le monde qui est arrivé, mais c'est pas très grave. L'idée de cette conférence en ligne, c'est de mieux connaître les entreprises qu'on présente sur le site. Je rappelle qui je suis. Je suis fondateur de SoWeFund, donc la plateforme de crowdfunding à laquelle vous êtes inscrit et sur laquelle Biblib est présent. Donc, je suis aujourd'hui accompagné ce soir de William Talla, qui est le fondateur de Biblib, cette société qui fabrique des housses qui ont pour valise, qui ont la particularité d'être traçables lorsqu'on perd son bagage. William, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes Biblib pendant quelques minutes et puis après on interagira sur le projet. Juste que je voudrais préciser, avant qu'on continue, et je le préciserai plusieurs fois pendant la conférence, c'est que vous pouvez poser des questions directement en utilisant, si vous êtes connecté avec votre compte Google, le petit onglet Question and Answer, ou en envoyant un mail à contact@sowefund.com et nous, on reproduira la question à droite de votre écran. Voilà, William, je te laisse la parole. Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, Biblib, c'est quoi? Le Biblib, en fait, c'est parti, je pense que pour parler de Biblib, c'est vachement important de comprendre d'où est partie l'idée. J'ai travaillé dans l'aérien, j'ai travaillé à Charles de Gaulle pendant 3 ans et demi, et lorsque j'étais à Charles de Gaulle, j'ai occupé deux fonctions. J'étais manager, c'est-à-dire que je m'occupais de toute la gestion du vol depuis l'enregistrement des passagers jusqu'à l'embarquement des passagers dans les avions. Et de deux, j'avais une autre fonction, j'étais formateur en sécurité et en sûreté aéroportuaire. Alors c'est un terme que, on va dire, le commun des voyageurs ne comprend pas forcément, mais en fait on traite de toutes les questions qui sont liées en fait à la sécurité des voyageurs et les incidents qui peuvent intervenir sur les plateformes aéroportuaires. Et effectivement, depuis le 11 septembre, on a beaucoup travaillé sur la sécurité. Et dans l'intervalle, j'ai vu apparaître les films plastiques qu'on voit dans toutes ces stations d'aéroport. Et vraiment, je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce que les gens mettent 10 euros par trajet, par valise pour voyager avec une protection qui est provisoire, puisque une fois que le voyage est terminé, c'est une protection qu'on enlève. Et c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée de faire Biblib, pour d'abord répondre à cette problématique de ces voyageurs qui ont une véritable préoccupation par rapport à leur bagage, et aussi parce que finalement, voyager, ça draine un certain nombre de stress. Et ces stress-là, c'est le fait d'avoir sa valise qui soit dans les bonnes conditions à l'arrivée, de pouvoir identifier sa valise pour pas que quelqu'un d'autre la prenne, et aussi en cas de perte, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, sachant que voilà, ça peut être des coûts très importants. Donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée de faire Biblib. Et au fur et à mesure du développement des livres et ce qui s'est passé, il nous est venu l'idée d'ajouter la traçabilité en fait aux housses de valises, parce qu'aujourd'hui, que ce soit du côté des professionnels du tourisme, c'est-à-dire des compagnies aériennes, mais aussi également des aéroports, ou alors du passager transporté, vraiment le coût qui est lié à la perte d'un bagage, il est récurrent et très important. Et pour tous les auditeurs, juste pour info, comme de toute façon c'est dit et c'est expliqué dans la présentation, 30 millions de bagages sont perdus chaque année et ça représente quand même un coût qui est de 2,5 milliards de dollars pour les compagnies aériennes. Et enfin, Biblib, c'est surtout et aussi de manière fondamentale une marque, parce que je me suis rendu compte avec le travail que on avait quand même deux vecteurs de croissance qui étaient très importants. On reste encore, et j'espère pour longtemps, le premier pays visité au monde en termes de voyageurs. Et deuxièmement, on est aussi également la capitale de la mode. En tout cas dans le référent collectif des gens. Et en fait, j'associe beaucoup en fait les housses aussi également avec un phénomène de mode, puisque on est dans l'ère de l'identification et les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui leur ressemble quand ils voyagent. Et c'est aussi de faire ça, d'apporter d'autres accessoires, une gamme d'accessoires innovants, connectés, qui le seront ou non innovants d'ailleurs, pour voilà agrémenter le voyage des passagers. Voilà ce qu'est Biblib aujourd'hui. On est d'accord qu'aujourd'hui, Biblib, c'est surtout la partie housse, Tout mode, à fait. et, Tout à fait. et pas encore tout à fait la partie Lost and Found, l'identification. C'est ça, à ça que sert la levée de fonds. Exactement. On a vraiment deux stages, deux phases. La première phase a consisté vraiment d'abord à apporter une réponse face au film plastique. Donc moi, vraiment pour moi, l'idée, c'était vraiment de répondre à cette problématique de manière efficace. Juste pour rappel, je pense que c'est vraiment important de le dire, la housse, d'abord c'est vraiment un outil de protection. Donc les gens qui utilisent une valise à 200 jusqu'à 800 euros même, on a vraiment un outil de protection sur la valise, puisque c'est la housse qui va prendre les impacts, les frottements et les rayures.
Pour les gens qui sont omnibulés pour l'aspect identification, parce que malheureusement, on le sait, hein, toutes les valises sont noires, grises, etc. On a vraiment un outil d'identification grâce à la housse. Troisièmement, on a vraiment un côté dissuasif. Sur les housses qui existent sur le marché, on est les seuls vraiment à répondre de manière efficace à la dissuasion contre toutes les tentations qu'on peut avoir sur le vol ou l'intrusion d'objets dans une valise. Et quatrièmement, maintenant, aujourd'hui, et la raison pour laquelle je suis sur chez WeFound, c'est vraiment la traçabilité. Donc on a vraiment commencé avec ça et on a vraiment rencontré notre marché et notre succès grâce déjà à ce produit. Sur le marché, je crois vraiment qu'on a un des meilleurs produits sur le marché. Et là, maintenant, on part sur quelque chose qui est un peu plus grand, c'est-à-dire la traçabilité qui va beaucoup plus loin après sur la notion vraiment d'utilisateur. D'accord. Ce produit, c'est quoi la stratégie de distribution aujourd'hui? Vous en êtes où et concrètement, comment est-ce que ça marche? Où est-ce que je le trouve? Ok. Alors, actuellement, la housse Bip-Bip, elle est présente sur notre site internet en Europe. D'accord. Donc, on a décidé d'avoir une stratégie digitale parce qu'on a vite compris que de plus en plus, les voyageurs ils commencent leur voyage sur Internet. On va sur hotel.com, voyagesncf.com, Expedia. J'en ai cité 3, donc comme ça, je ne suis plus pour personne. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que voilà, le voyage commence sur Internet. Donc, on a une partie des ressources qu'on a utilisées sur ce point-là. Maintenant, le gros de notre activité, quand même, il se trouve qu'il se fait essentiellement sur le B2B et le B2B2C, à savoir qu'on a des compagnies, des distributeurs qui achètent nos produits et qui les revendent après via des réseaux de distribution. Et pour la petite histoire en ce qui concerne Bip-Bip, proprement dit, nous, on a eu la chance de participer à un salon qui s'appelle Who's Next en janvier 2013, qui a été vraiment le commencement de la traction qu'on a connue, parce que malgré nous, sans qu'on s'y prépare, en fait, on a été happé par une vraie plébiscite sur le produit, puisqu'on a presque commencé par vendre le produit à l'étranger plutôt que de le vendre en France. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire connaître cette marque qui est française. Donc ça, c'est assez important de le dire, même si on le produit à l'étranger. Et puis maintenant, trouver le produit Bip-Bip en France et dans des réseaux de distribution français. Donc, tu parlais des modes de distribution, oui, en B2B ou en B2B2C. Oui. Est-ce qu'on pourrait détailler justement ces parties-là, oui, et les potentiels contrats qui pourraient arriver? Tout à fait. Alors, j'ai fait le choix, et c'est important aussi que je le dise, parce que souvent, c'est peut-être pas forcément traduit. Moi, je viens d'aérien, je suis un passionné d'aérien. Et j'ai compris que si je devais faire une housse pour valise pour des passagers, que je risquais d'avoir des freins qui sont liés simplement en fait à l'organisation du transport aérien. Entre autres, il y a certains intervenants comme les compagnies aériennes, les aéroports, les douaniers et aussi le personnel aéroportuaire qui manipule chaque jour les bagages. Donc déjà, sur la conception de la housse, je l'ai faite pendant 9 mois pour m'assurer d'avoir une seule housse qui s'adapte à toutes les valises qui vont en dessous. Donc autrement dit, les valises vont en dessous à partir de 60 cm de hauteur jusqu'à 80 cm pour les valises qui sont acceptées. Et la housse Bip-Bip s'adapte à toutes ces valises-là. Le fait d'avoir fait ce choix-là m'a permis de facto en fait de pouvoir travailler avec le B2B et avec tout ce qui est corporate. Donc aujourd'hui, quand on dissèque et qu'on détaille en fait le B2B, j'ai à la fois des annonceurs, donc des compagnies aériennes, des hôtels, des aéroports. On peut même extrapoler, aller sur des fédérations sportives, des musées, tout ce qu'on veut, qui sont clients de Bip-Bip. Et en même temps, à côté de ça, j'ai tout ce qui va être vraiment du deal, des dealers, donc tout ce qui va être de la revente, donc des importateurs, mais aussi également des réseaux de distribution qui vont s'occuper après de revendre les produits Bip-Bip, donc les collections qu'on aura effectuées. Donc c'est vraiment comme ça que Qu'est-ce qui se passe avec les clients qui sont annonceurs? Oui. Concrètement, ils affichent un message sur ta housse, oui, qui est personnalisable. Oui. On met le message de l'annonceur, oui, d'une compagnie aérienne, d'une fédération sportive. Oui. Après, c'est eux qui s'occupent de distribuer ces produits-là. Comment ça se passe? Alors, c'est très intéressant et c'est pour ça que les perspectives de développement sont très très fortes. On est dans une ère où conserver un client, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Le client est volatile, il va à droite, il va à gauche. Donc déjà, ce qu'apporte en fait la housse Bip-Bip pour un corporate, on va prendre un exemple d'une compagnie aérienne, c'est le côté tangible. Alors, elle répond vraiment à une problématique. Donc quand la compagnie aérienne va offrir le produit va vraiment servir à quelque chose. Ça va pas être une clé USB ou un stylo qu'on utilisera hypothétiquement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la force de ce produit au niveau de sa communication, c'est que quand vous allez offrir ce produit, il va se retrouver sur un tapis bagage et on a l'intégralité du vol qui a enregistré un bagage qui va se retrouver sur le tapis bagage et qui va voir le message qui est annoncé. Et finalement, ce qui conforte en fait ce choix qu'on a fait, c'est que pour une compagnie aérienne ou pour un annonceur, ça a une force de frappe et une force de communication qui est extraordinaire parce qu'un passager qui va avoir une housse qui est à Paris, qui se rend à New York pour un voyage,
Sa housse, on va la voir à l'aéroport, donc on va savoir avec quelle compagnie il a voyagé. Et puis sans même que la compagnie aérienne ne paye pour de la communication dans le pays de destination du voyageur, on va aussi voir la communication pour cette entreprise-là. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui que les compagnies recherchent, en citant pour deux très grosses compagnies qui font beaucoup de communication comme Emirates, Etihad et Qatar Airways, on se rend compte que tout ce qui constitue des objets et qui leur permettent de communiquer, ils aiment bien interagir là-dessus. Donc c'est vraiment tout ce qu'on peut apporter comme business model. Et puis on a aussi, je pense qu'il faut le dire, dans ces modèles-là, ce qu'on appelle des clients à forte contribution. Donc des clients qui sont fidèles. Et je pense que ça rémunère aussi, ça récompense la fidélité d'un client et de marquer le coup et de dire que voilà, vous avez voyagé avec nous tant de fois dans l'année, donc on vous offre tel produit. La compagnie offre une exactement. Exactement. Alors ça c'est intéressant parce que aussi, figure-toi que moi quand j'ai travaillé sur ce projet-là, je me suis rendu compte par exemple que le film plastique il était offert par certaines compagnies aériennes qui l'offraient aux passagers qui étaient en classe affaires et en business et en première classe. Donc, au lieu de renvoyer une image d'un produit qui n'est pas esthétique, qui n'est pas développement durable, etc., et qui est cher, donc, si on le met à chaque fois, l'avantage aussi d'utiliser plutôt une housse Ghibli plutôt que des films plastiques, c'est d'offrir à ces passagers à forte contribution et de véhiculer encore la marque de la compagnie aérienne entre eux. Donc, c'est ça vraiment qui est intéressant sur ce projet-là. Et moi, souvent, quand j'ai eu la chance de rencontrer quelques corporates, je leur dis vraiment quelque chose qui est réel, qui est fondamental. Je dis souvent ce terme anglais, sky is the limit. Il n'y a pas de limite d'expression. C'est vraiment un outil sur lequel il faut évoquer ce qu'on a envie de faire, évoquer la création d'une nouvelle ligne, un message même, on peut le faire, on peut très bien parler sur tout ce qui est, sur lequel j'attache beaucoup d'importance, tout ce qui est sociétal avec les ONG. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire parce que c'est vraiment un outil d'expression. Tu parlais du film plastique et du fait que c'était cher. Un film plastique aujourd'hui, je crois que c'est 10 € pour une utilisation. Oui. On ne sait pas quel est le prix d'une housse Ghibli à l'achat. Oui. Et combien de marge en fait dessus. D'accord. Alors, le prix d'une housse Ghibli à l'achat, il sera compris entre 35 et 40 € à peu près. Donc, ce qui veut dire que dès le deuxième voyage, c'est rentabilisé. Là, c'est vraiment la grande force. Et en plus de ça, très important de dire que sur les qualités de la housse, intrinsèquement, elle est lavable, donc on peut la réutiliser. On a ce qu'on appelle un système déperlant qui permet donc au liquide de couler par-dessus la housse. On a un système aussi, ce qu'on appelle en anglais le stretch recovery, ça veut dire que la housse reprend sa taille initiale à chaque fois que vous l'utilisez. Et très important, il peut arriver, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, que dans le traitement d'une valise, il y a des objets contendants qui fassent des petits trous sur la housse. On a travaillé sur le tissu pour que le tissu soit indémaillable. Donc en fait, on peut pas tirer en fait un fil de la housse et puis après, comme les pelotes de laine des grands-mères, voir le petit fil qui s'en va. Ça, c'est vraiment le gros avantage de la housse. Et en termes de qualité, on a vraiment réussi à avoir un produit de qualité. Je te propose qu'on passe à certaines questions qui sont arrivées. Donc je vous rappelle pour les questions de choix, soit vous cliquez sur la petite icône Question and Answer si vous êtes connecté avec votre compte Google, vous posez une question directement, soit vous envoyez votre question à contact@sovifund.com et puis on la mettra sur la conférence. Première question, Antoine demande qui sont vos concurrents, y a-t-il d'autres systèmes de tracking pour valises? Alors, donc, nos concurrents, sur la housse uniquement, on en a quelques-uns. On a un concurrent français qui, lui, a fait le choix de faire 3 tailles de housse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs. Je trouve que ce sont des produits qui sont assez jolis. On a un concurrent hollandais et un concurrent allemand, pour les plus sérieux, donc qui font des housses. Par rapport à nos concurrents et uniquement et essentiellement sur ce produit-là, on a, je crois, un des produits en rapport qualité-prix qui est le plus efficace. On a vraiment un produit qui s'adapte réellement à toutes les valises qui vont en dessous, donc de 60 à 80 cm, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on a le seul produit qui dispose d'un système de fermeture TSA Certified. Alors ça veut dire quoi pour les néophytes, TSA Certified? C'est que vous savez, quand vous voyagez dans certains pays, même en France d'ailleurs, vous pouvez avoir un contrôle des douanes sur votre valise. Le film plastique, par exemple, empêche le contrôle des douanes dans le sens où il y a une protection qu'on ne peut que détruire et retirer avec un coup de cutter. Et si par contre vous voyagez avec une housse qui n'est pas la housse Ghibli, vous allez avoir finalement aucune protection sur votre valise et sans avoir la garantie que les douaniers vont vous remettre votre protection. Grâce au système de fermeture qu'on a sur les housses Ghibli,
On peut y rajouter 2 cadenas TSA et seules les douanes TSA ont la capacité en fait de pouvoir ouvrir dans ce type de cadenas et ils ont l'obligation dans le code général des douanes de remettre la valise et donc la housse telle qu'ils l'ont. Donc ça c'est pour le premier point. Et la deuxième question qui est d'Antoine, c'était système de tracking. Le système de tracking. Alors la question n'est pas très précise, mais en tout cas sur le système de tracking, on est les seuls. Et c'est vraiment une innovation qui est unique au monde à le faire. Et je peux déjà y répondre, ça pourra probablement être une question qui sera posée, mais le système en plus est breveté. Donc aujourd'hui, et pendant un certain nombre de temps, personne d'autre ne pourra faire ça. On parlera sûrement dans une prochaine question des valises connectées. Bien sûr. Et de pourquoi c'est différent. Kevin demande, si je participe à un projet sur une start-up, ouais. Suis-je engagé à long terme ou je peux revendre ma participation facilement? Ben, ça, c'est un petit peu plus pour moi. Ouais. Alors, quand vous investissez dans une jeune entreprise, il y a différentes manières de sortir, de revendre ses participations. Mais celles-ci sont toujours au moment où la société vous permet de le faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut racheter ses participations. C'est pas un marché liquide, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas comme à la bourse, en fait, on peut pas, il n'y a pas de cours pour les actions de début. Le fonctionnement le plus traditionnel, ce qui se passe, mais je vais vous donner les différentes options, c'est par exemple aujourd'hui le tour de table de Biblit se fait, vous devenez actionnaire de cette société-là. D'ici à 3-4 ans, il y a un gros industriel du voyage qui décide de racheter Biblit, qui fait une offre. Et là, dans ce cas-là, ben, nous, on récupérera, SoWeFund, la holding, récupérera sa part de l'argent qui est encaissé à ce moment-là, et ce sera redistribué aux actionnaire. Une autre possibilité, ça peut être que l'entrepreneur rachète. Une autre possibilité, ça peut être également que la société entre en bourse. Voilà, il y a différents types de possibilités qui vous permettent de sortir et de revendre vos participations, mais ça ne peut pas être fait facilement. C'est ça que je veux dire. C'est fait uniquement au moment où la société est revendue, où il y a une opération qui vous permet de sortir. C'est ça l'investissement en amorçage. C'est ça l'investissement dans les jeunes entreprises. Voilà. Question suivante. Hop. Quels sont les développements sur le produit que vous envisagez? Exemple, différentes gammes, customisation, nouveaux dispositifs de protection. Alors, je vais répondre et volontairement, je ne serai pas trop précis parce que pour des raisons stratégiques, vous comprenez bien qu'il faut être vigilant et ne pas donner sa stratégie à ses concurrents. Mais en gros, clairement, évidemment, il y a une logique de faire d'autres gammes. J'ai eu une forte demande sur des produits pour des bagages cabines. Mais là, à ce moment-là, il n'y aura pas de notion de tracking system parce que il n'y a pas de réel intérêt à le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, l'offre sur le Lost and Found tracking est évolutive. Donc ça veut dire que on peut aller beaucoup plus loin dans le big data, on peut aller beaucoup plus loin dans les informations qu'on communique avec les compagnies aériennes. Et ça, c'est quelque chose que je réserve pour les personnes qui participeront à l'aventure de Biblit, parce que je ne veux pas donner toutes les cartouches en direct. Pour préciser, je crois également que tu vends à d'autres produits au même réseau de distributeurs que tu as. C'est ça. Là, ce que je peux par contre dire, c'est que on a quand même pour ambition d'élargir la gamme de produits. Donc là où c'est un produit de traction, un produit d'appel, qui nous permet donc de faire connaître, voilà, produit innovant qui permet de faire connaître Biblit. Et on a eu quand même une forte demande d'autres produits complémentaires parce que finalement, dans l'univers du voyage, dans ce secteur-là, c'est un secteur avec une grande scalabilité. Il y a vraiment une possibilité. Il y a 60 milliards de dollars qui ont été échangés l'année dernière sur le travel retail. Donc, les accessoires de voyage sont vraiment à la mode. Les duty free dans les aéroports sont organisés pour amener les voyageurs sur ce type de produits. Donc, on va vraiment travailler sur des gammes de produits complémentaires. Par contre, le maître mot qui aura systématiquement quand on va amener en fait un autre produit, c'est de voir comment est-ce qu'il répond à une problématique de confort, de sécurité et d'innovation pour le passager. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on va faire parce qu'on ne peut pas le faire. Et que ça ne te demande pas de modifier ta stratégie commerciale, c'est juste un produit supplémentaire. Exactement, ça sera pour nous de la marge additionnelle, complètement. On modifie absolument rien, je crois qu'il y a une structure qui sera là, et qui va rester, et puis du coup, ça nous permettra en plus d'augmenter notre chiffre d'affaires. On va passer à la question suivante. Alors, il y a pas mal de questions ce soir, c'est une bonne nouvelle. Suite au jeu concours auquel vous avez pu participer, qui vous permet de gagner une housse Biblit. N'est-ce pas. À la fin de la conférence. Alors Clotilde qui nous a envoyé beaucoup de questions, qui nous demande, pouvez-vous expliquer, et pertinent d'ailleurs, pouvez-vous expliquer le système de tracking utilisé Lost and Found,
Quels intervenants met-il en jeu une fois que la valise est localisée, comment est-ce qu'on la récupère? C'est évidemment une question très pertinente et sur laquelle j'aime en plus m'étaler, puisque c'est là où vraiment je pense que je tire ma spécificité. Alors, le tracking system, pour une raison simple, on l'a voulu efficace on l'a voulu vraiment efficace. C'est-à-dire qu'on a un système de QR code qui demande à la personne qui a acheté la housse de s'activer dans le confort de sa chambre, de son hôtel. D'ailleurs, je précise à ce propos qu'on fera probablement une application par la suite, de manière à ce que les gens qui achètent une housse en duty free aient la possibilité de l'activer en duty free, en zone publique, pardon, et la possibilité de l'activer avant de voyager. Donc, une fois que cette housse est activée et qu'elle est mise sur la valise, le seul endroit possible où la valise est déclarée perdue, c'est une fois que vous avez enregistré votre valise et que la compagnie aérienne vous a remis le talon bagage. Hein, c'est la preuve et ça fait jouer d'ailleurs la Convention de Montréal. Donc, ce qui se passe là, c'est que si la valise est perdue, seuls les agents aéroportuaires ont accès à votre valise. Vous ne savez pas où elle se trouve. Donc, ce qu'un passager classique fait, c'est qu'il va aller voir le comptoir de la compagnie aérienne et déclarer sa valise perdue. Et ce qui se passe dans le concret techniquement, c'est que, en fait, la compagnie aérienne, lorsqu'elle trouve la valise, elle va envoyer une double alerte par email et par texto au propriétaire de la valise en lui informant que sa valise a été identifiée et retrouvée. Dans le jargon aéroportuaire, on appelle ça la réconciliation bagage. Et en fait, on va organiser la restitution en fait ensemble. Donc voilà, de manière très concrète, comment fonctionne la récupération de la valise. C'est quoi les raisons pour lesquelles les valises sont perdues? C'est souvent le bout de papier qui s'en va? Alors ça, c'est vraiment, on est dans le cœur du sujet. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'aérien, il y a vraiment ce qu'on appelle la partie visible de l'iceberg et la partie qui est immergée. Et sur cette partie qui est immergée, on ne se rend pas compte des facteurs de risque qui amènent une valise à se perdre. La première, c'est que vous avez souvent au contrôle d'enregistrement des personnes qui sont nouvellement formées. J'appelle des formateurs. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, vous allez avoir une personne, vous allez partir par exemple à Venise. Le code Venise, c'est VCE. Au lieu de mettre VCE, vous mettez NCE. Vous ne partez plus à Venise, vous partez à Nice. Déjà, votre valise, elle n'est plus au bon endroit. Vous avez aussi, malheureusement, dans 30 ans, il y a quand on vous met une étiquette bagage, c'est une étiquette qui est collée manuellement. Et forcément, qui dit manuel dit qu'il y a des facteurs de risque. Et un des premiers facteurs de risque, c'est qu'elle a été mal collée, donc elle s'arrache. Moi, il m'est arrivé, parce que j'ai commencé, quand j'ai fait ce métier-là, j'ai aussi enregistré des passagers, d'avoir en fait des poignées qui me restaient dans les mains. Donc, en prenant la poignée de la valise, et vous savez qu'on accroche l'étiquette sur la poignée. Et donc, pour tous ces facteurs, je vous rappelle que derrière aussi, on a un système en fait qui est complètement mécanisé, donc à savoir qu'on a des valises qui vont se suivre, et donc forcément, les étiquettes peuvent s'arracher, sans compter les problèmes de connexion. Donc, en fait, pour toutes ces raisons, on a vraiment des facteurs de risque qui font que la valise n'arrive pas au bon endroit ou n'est pas identifiée immédiatement. Et dans le système des compagnies aériennes, pour eux, dès que la valise n'arrive pas sur le tapis bagage, il y a vraiment en fait un compte à rebours qui commence. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a rencontré les décideurs de ces compagnies aériennes, parce que j'ai vu les Émirats, j'ai vu Emirates Airlines et j'ai vu Etihad, on a eu des intentions de commande. Donc, on a des partenariats qui sont possibles. Maintenant, le frein qu'il y a eu par rapport à ces compagnies aériennes, je ne le cache pas, et c'est la raison de la présence, c'est qu'il nous fallait être structuré parce que la structure de notre capital ne nous permettait pas de pouvoir travailler avec eux, parce que le volume de commandes qu'il y avait à faire, là on parlait de 100 000 pièces pour ne parler que de ces compagnies aériennes, fait qu'on a une structure de capital qui ne nous permet pas de le faire. Maintenant, je compte vraiment sur Sowiphone et sur tous ces partenaires qu'on est en train de mettre en cours parce que ça va vraiment nous permettre après de nous structurer et d'aller revoir toutes ces compagnies aériennes et de travailler avec elles. L'idée, c'est de mettre en place la levée de fonds, de mettre en place la loss and found. C'est ça. Et aussi pouvoir répondre aux demandes qui ont été faites exactement par ces compagnies aériennes. Et alors, petite on a déjà un bon pipe commercial. En fait, on a carrément un bon pipe commercial. On a des compagnies aériennes, on a un réseau de revendeurs qui est prêt. Nous, actuellement, on a 150 réseaux de revendeurs, on a 15 partenariats qu'on doit signer, on a des commandes qui n'attendent que finalement que le financement des commandes, enfin, ce qu'on dit en financier le BFR. Donc oui, on a vraiment un pipe commercial qui est déjà présent et les capacités sont vraiment, il faut de l'audace, mais on a vraiment des capacités donc, qui sont très importantes. Ok. Question suivante, Clotilde. Encore, la housse est-elle personnelle pour que son fonctionnement soit optimal ou peut-on la prêter par rapport au système de tracking? Alors, la housse, elle est personnelle, mais elle pourrait,
en fait, il y a deux types, il y a deux types d'utilisation. On peut très bien prêter sa housse à quelqu'un. On a un système d'identification qui a été fait. On l'a activé. Donc, vous allez en fait ne pas être la personne qui a activé, donc vous pouvez la prêter. Donc ça, il y a absolument aucun problème. Mais ça fait partie des évolutions qu'on peut faire. Elle peut devenir personnelle et définitive, un peu comme les plaques d'immatriculation. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, enfin de réfléchir. Mais on dira que c'est beaucoup plus pour les compagnies aériennes. Donc, ce ne sera pas forcément pour le grand public. D'accord. Ouais. Merci. Alors, quel est l'aspect écologique de la housse, la récupération des matériaux éventuellement? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la housse, ce que je voulais éviter, c'est qu'on ait cette image polluante du plastique, même si on est sur du recyclage. Nous, on a un produit qui est recyclable, on utilise quand même du polyester, donc des matières qui sont recyclables. Maintenant, clairement, vous l'avez compris, le fait d'avoir une housse permet de réutiliser en fait donc une protection et qui n'est pas jetable par définition. Donc nous, l'intérêt aussi, c'est vraiment qu'on travaille clairement sur toutes les grands cibles qu'on emploie ces derniers temps qui sont à la mode, c'est-à-dire un développement durable, RSE. Donc on est complètement dans du développement durable par rapport au produit. Absolument. D'accord. Et il est fabriqué où le produit? Il est fabriqué en Chine. D'accord. Chers amis. Je veux bien faire du Made in France, hein, mais je vais faire payer la housse de quoi plus cher. Je suis pas certain que l'un dans l'autre, tout le monde soit d'accord. D'accord. Quelles sont les perspectives de développement? Alors, au niveau des perspectives de développement, deux choses. Clairement, il faut bien comprendre que sur ce projet, on est vraiment dans le domaine du voyage. Par définition, le voyage, ça n'a pas de frontières. Donc, clairement, quand on parle de développement, il n'y a pas de frontières sur le développement. Aujourd'hui, on vend au Canada, on vend au Japon, on vend également à Taïwan, on vend aux Émirats Arabes Unis. La limite qu'on s'est fixée, c'est celles qui sont naturelles, c'est-à-dire les 5 continents. Nous, on peut vendre au Moyen-Orient, on peut vendre en Europe, on peut vendre en Amérique, on peut vendre en Afrique. Et c'est quoi l'état des marchés sur ce marché de la housse en fait? Alors, il y a une vraie maturité de ce marché spécialement sur les pays que j'ai évoqués, c'est-à-dire Asie, Amérique du Sud et Afrique. Parce que c'est vrai que et Moyen-Orient, voilà, parce que c'est vrai que ce sont culturellement des pays dans lesquels on protège vraiment beaucoup les valises, avec du film plastique d'ailleurs. Maintenant, quand on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte que dans les pays développés comme les États-Unis, l'Europe, les vieux continents, etc., les gens ne sont pas contre la housse. Au contraire, c'est un produit. Mais souvent, en fait, ils se disent, nous, le film plastique, on n'en a pas fait parce que c'est pas beau, c'est pas esthétique, etc. Alors que là, la housse, aujourd'hui, on a un produit qui est plus fancy, plus joli, qui est réutilisable, etc. Donc là, c'est aussi à nous, avec de la communication, de faire passer un message. Donc, on a un vrai travail d'évangélisation pour vraiment parler de ce produit-là. C'est que les marchés nord-américains et européens, c'est plus l'accessoire de mode, c'est plus protéger sa valise. C'est ça. Alors que les autres marchés, c'est vraiment la sécurité. Ouais. Personne n'ouvre la valise. Exactement. C'est exactement ça. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des spécificités qui étaient liées au marché. Quand on est sur les pays ethniques, c'est vrai qu'ils pensent vraiment à la sécurité intérieure de leur valise, parce qu'il y a souvent des produits de valeur. Et quand on est sur des marchés plutôt vraiment beaucoup plus développés, on est beaucoup plus dans la personnalisation et dans la protection intrinsèque de la valise, parce que les valises coûtent plus cher, de facto. Et maintenant, par contre, ce qui est très bien, c'est que ce qui réunit tout le monde, le point commun, le dénominateur commun, c'est vraiment la traçabilité. Parce que par contre, qu'on soit un CSP++, ou qu'on soit quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, on va retrouver sa valise. Ça, c'est clair. Ouais. Merci. Question suivante de Nikou. Demande, le système de traçabilité ne risque-t-il pas de se détériorer après plusieurs passages au rayon X? Elle est magnifique, cette question. C'est pas du tout le cas. On fonctionne sur du QR code et on fonctionne sur des outils qui, même dans leur évolution, seront des outils qu'on va scanner. Donc, on n'a pas du tout. Et ça, par exemple, c'est un des freins qu'il y a sur la géolocalisation. Parce que la géolocalisation, je parle donc des fameux bagages qui parlent, qui se pèsent toutes seules, qui se déplacent toutes seules, etc. Bon, je le dis en rigolant, mais aujourd'hui, vraiment, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, la géologue, c'est vraiment du gadget. Et on le verra peut-être plus tard, la géolocalisation, il y a vraiment pas des facteurs de risque, mais il y a vraiment des freins derrière à l'utilisation qu'à mon avis, les gens qui ont créé ça n'ont pas anticipé. Et on va peut-être en reparler, s'il n'y a pas de questions. Ouais, on l'abordera, on l'abordera.
Les housses sont a priori produites en Asie. Quelles sont les capacités de production? Alors aujourd'hui, évidemment, on a fonctionné de manière artisanale. Donc on a une petite structure et on avait aujourd'hui une seule entreprise, un seul fournisseur qui nous permettait donc d'assumer donc la production de nos housses. Bien entendu, en vue de cette augmentation de volume, on est déjà en train de travailler sur des unités de production supplétives qui vont vraiment permettre à Biblib de pouvoir absorber les demandes qui vont arriver et de ne pas se retrouver bateau en se disant oh, mince, on a une commande de 100 000 housses sur l'année et on n'est pas capable de produire. Et évidemment, il ne faut absolument pas qu'on se retrouve dans cette configuration. Et l'idée, c'est déjà d'anticiper ce type de besoin. Et au passage, très important de le dire pour les gens qui nous suivent, Biblib, on est lauréat et à la fois Scientipol Initiative, mais aussi également Réseau Entreprendre. Et ce qui est très intéressant dans le Réseau Entreprendre, c'est que d'abord d'une, c'est une équipe d'entrepreneurs aguerris et on est accompagné avec un mentor. Et ce mentor que nous, on a est une personne qui a, en tout cas pour Biblib, qui a une véritable expérience sur toutes les questions de supply chain et multi-sourcing. Donc, il lui-même, déjà, dans le cadre de son activité, le produisait en Asie, donc des matériaux et des produits techniques. Donc, il connaît très, très bien les prérogatives qui sont liées à la production dans ces pays-là. Et on a vraiment une aide vraiment de qualité avec ça. Donc, on est vraiment armé aujourd'hui pour être capable de délivrer une vraie quantité de housses. Aujourd'hui, c'est quoi la limite de ton unité de production? Aujourd'hui, on est à 30 000 housses par an. 30 000 housses par an, voilà, en limite. Sachant qu'on fait 8 000 housses par an. Donc on avait déjà anticipé des capacités d'augmentation. Et là, les limites qu'on va avoir, on pourra monter à 100 000 housses par an. D'accord. Voilà. Et évidemment, ce dont tu as besoin, si tu veux. Exactement. Et évidemment, si on devait monter au-delà de 100 000 housses par an, on le verrait arriver. On passe pas de 10 000 à 1 million de housses. Hein. Forcément, il y a des gaps, il y a des caps, il y a des steps. Donc, on aura le temps aussi également donc, de travailler. Et ça fait aussi partie des éléments qu'on recherche pour organiser cette supply chain et des frais qu'on a besoin dans la levée de fonds. Voilà, c'est ce qui est important. Je te remercie. Question suivante. Alors, on va parler du brevet, justement. Ouais. Un brevet a-t-il été déposé? Si oui, à l'échelle de la France ou à l'échelle mondiale? Évidemment, à l'échelle mondiale, on parle d'un produit international. C'est aussi vraiment la grande croissance qu'on espère sur ce produit pour les gens qui prennent part à cette aventure sur WeFound. Donc du coup, on a déposé un brevet et l'enregistrement de ce brevet va être fait. Donc je vais recevoir ce numéro d'enregistrement sur lequel je communiquerai largement. Et d'ailleurs, je précise que si je me permets de parler publiquement de la housse, c'est parce qu'un brevet a été déposé. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été dans le domaine public et ça aurait été difficile après. Et je pense que tu dois pouvoir dire sur quoi exactement? Bien sûr, bien sûr. Le brevet, en fait, je l'ai déposé sur l'association de la housse et du système Lost and Found. Donc, c'est vraiment les deux qui ont été déposés. Alors, pourquoi c'est important cette petite particularité? Ça veut dire que quelqu'un pourra améliorer une housse en mettant un autre système de fermeture. Quelqu'un pourra faire peut-être un système de traçabilité de son côté, mais personne ne pourra faire une housse avec un système de traçabilité ensemble. Et ça pendant au moins 18 mois, voire 30 mois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le développement à venir. Quelqu'un pourra le faire, mais il devra payer les droits. Oui, une licence, par exemple. Parfait. Alors, question suivante. Stéphane demande, je suis annonceur, puis-je utiliser la housse comme support de communication? Évidemment, je pense que c'est tout l'intérêt de ce produit. Sincèrement, sans prétention, quand j'ai vu en créant le patron d'une housse, etc., et en me rendant compte que je pouvais mettre des dessins dessus, c'est vraiment là que je me suis rendu compte de la grande force de ce produit-là. Donc oui, l'objectif, c'est qu'on peut faire de la communication et que si une marque n'a pas beaucoup de moyens, elles peuvent se mettre ensemble et faire du co-branding pour véhiculer un message. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à la housse. Donc Stéphane, il veut peut-être acheter du coup un espace de communication. C'est combien de housses minimum qu'il faut faire Il faut 1000 housses minimum. 1000 housses minimum. Et juste pour info, 1000 housses, on est 1000 housses, on est à 20 000 euros à peu près donc de coût. Juste pour info, une demi-page sur un in-flight magazine type Air France Magazine, ça coûte 60 000 euros. Ce sont les espaces les plus chers. Exactement. Et en fait, on n'est même pas certain que le passager ait regardé ce qu'il y avait dessus. Alors que là, on a l'assurance avec ça, que la personne, elle va vraiment sur le tapis bagage voir le message. Donc, on a vraiment quelque chose qui est vraiment tangible. Okay.
Donc voilà, si Stéphane veut faire une campagne de communication au moins 1000 housses, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler de l'existant, un petit peu ce qui a été fait depuis la création de la société. Rappelle-moi, qui était en... Donc, 2011, en décembre 2011, sachant qu'on a mis 1 an de développement de produit, donc on a réellement commencé à travailler, on va dire, en janvier 2013. Ouais. Donc, depuis janvier 2013, on a vendu effectivement 20 000 gousses. Sans le système Lost and Found. Sans le système Lost and Found, absolument. Donc, c'est la preuve qu'on a un vrai marché, qu'on a trouvé un marché, qu'on n'est pas sur quelque chose qui balbutie, on est sur quelque chose qui est concret, et ça représente à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires. Pour être totalement transparent, on aurait même pu faire plus d'os. Biblib a eu un frein majeur, c'est que 90% des collaborations qu'on a faites ont été des in-calls, c'est-à-dire des gens qui nous ont contactés. Aussi surprenant que ça l'est, j'ai Google, Disney, Carrefour qui m'ont contacté sur la boîte contact, donc la boîte email contact de Biblib. Et les propositions commerciales que je devais faire, c'était pour 20 000 pièces. Donc, sur une seule commande sans réassort. Donc les capacités qu'on a vraiment de développement sont vraiment importantes, réellement. Et je tiens vraiment à rassurer et informer tous les gens qui nous écoutent qu'on a vraiment une vraie traction sur ce produit. Et l'écueil que tu as eu sur la vente, c'est la capacité à produire. C'est ça, c'est que j'avais pas les sous. C'est ça, j'avais pas les sous pour produire. 20 000 housses produites, pour moi, ça me représente pas loin de 200 000 euros en fait en production. Bah, il fallait avoir ces 200 000 euros pour les produire. Et vous les avez pas, il n'y a pas de vente possible. Il y a un vrai problème de BFR. C'est ça. C'est ça. Là, il faut avoir les fonds avant. C'est ça. Pour pouvoir après les mettre dans la stock. Absolument. Merci. Question suivante. C'est alors une très très bonne question. Aurélien qui demande: est-ce que je peux me servir de la housse comme couverture de survie en cas de coup dur? Alors, non seulement il le peut, mais en plus je le lui recommande. Parce qu'au moins il fera de la pub pour Biblib. Et encore, pour aller dans le même sens, j'ai une amie qui a utilisé la housse comme maillot de bain. Donc si après il a trop chaud, il peut l'utiliser pour faire un bon maillot de bain. Alors, la matière est proche de celle du maillot de bain. Mais ça a l'air, c'est étanche. Oui. C'est vraiment très étanche. Hein. Et surtout très élastique. Donc c'est ça qui est important. À toutes les morphologies. Voilà. C'est unisexe. Mais ça, c'est un point très particulier, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la housse est totalement étanche, et donc il n'y a aucune tâche qui est possible. Alors, si, il y a des tâches. Sur la housse, mais pas sur la valise. Exactement, mais pas sur la valise. C'est ça qui est très important. Il faut vraiment voir le produit qui est de grande qualité pour voir comment ça fonctionne. Merci Aurélien, merci beaucoup pour cette question. Clotilde, toujours, dans le cas où Biblib est un véritable succès, pourra-t-on customiser notre housse? En effet, on pourrait avoir sur le tapis plusieurs housses Biblib à l'effigie Air France par exemple. Il sera donc difficile de le reconnaître. Alors, même s'il y aura des collections. Oui, voilà. Merci Clotilde pour la question. C'est une question encore très pertinente. On a évidemment pensé à ça. Demain, c'est un super succès et on a Air France qui nous commande 100 000 housses. Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est ce que j'ai dit pendant cet entretien, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un terrain d'expression qui est très très fort. Et il n'y a aucune raison qu'on se limite. Ça veut dire quoi? Que on a la possibilité de faire des collections, même toutes les 2 semaines s'il le faut. Si on doit mettre une collection pendant 15 jours et puis une autre. Par exemple, sur le musée Air France, ils ont des anciens visuels qu'ils utilisaient pour les collections au niveau de la communication et de la pub qu'ils faisaient. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. D'autre part, on peut aussi également, pour tous les aspects logistiques, parce que parfois il y a vraiment un intérêt à avoir les mêmes housses pareil, parce que du coup on reconnaît rapidement un groupe, mettre les noms ou les initiales de la personne. Je l'ai pas dit, mais les housses aussi permettent aussi d'avoir un voyage avec un total anonymat. Vous savez, quand les gens mettent leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone sur une étiquette bagage, l'inconvénient, et je peux en parler parce que j'y ai travaillé, il est déjà arrivé que des bandes mal intentionnées fassent les appartements des personnes pendant qu'elles étaient parties. Ça, c'est incroyable, cet avantage. Mais les gens qui connaissent pas. Mais c'est ça. Et en fait, encore une fois, la housse, avec son système de traçabilité, on est identifié par un numéro, par un code PIN, donc on est anonyme par rapport à ces personnes-là. Et puis, pour répondre beaucoup plus précisément, là, on était sur la partie corporate où on parle avec des compagnies aériennes, des annonceurs. Ce qu'on pourra aussi également faire, et je l'espère, mais là, c'est sur la partie plutôt grand public, c'est vraiment de personnaliser totalement ça. La photo de son chat, la photo de son poster préféré, de son album préféré, de ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire justement sur les aspects digitaux
quand la personne achète une housse, voilà, qu'elle puisse après vraiment Ça, on est d'accord, ça ne peut pas être à court terme, ce sera au moins du moyen terme. C'est ça, c'est ça. Production. Exactement, exactement. Au moins 1000 c'est ça, du même modèle. c'est ça, exactement. Et juste pour revenir sur Air France, ce que tu expliques bien pour qu'on comprenne bien, c'est que si tu commandes 1000 housses, par exemple, tu vas faire 50 collections de 2000 housses. C'est exactement ça, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Donc, il y a la probabilité après de retrouver la même housse sur un tapis bagage. Et du coup, là, c'est des maths, hein, donc elle est beaucoup plus faible. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Et puis, je voulais juste revenir sur un petit point sur. Alors, elle est hydrofuge, donc ce qui veut dire que l'eau déperle sur la housse. C'est très important de. Elle n'est pas étanche. Ouais, elle n'est pas étanche. Ouais. On va me dire, bah dis donc, William, on m'a dit que l'eau c'était étanche, j'ai voulu m'utiliser comme scaphandrier, ça marche pas. Donc je préfère quand même ne pas avoir ceci. C'est très important. Je te propose qu'on parle de 2 points. Oui. On a déjà eu pas mal de questions pas sur la conférence, mais sur les valises connectées. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi? Pourquoi est-ce que ton outil fonctionne alors que le leur aurait du mal à fonctionner? Alors, moi, je dis pas que le leur va avoir du mal à fonctionner. D'abord, il faut voir que sur le marché de la valise, on a vraiment peut-être une quarantaine de marques. Simplement pour parler de la géolocalisation et apporter une promesse qui est de dire, grâce à la géolocalisation, vous allez savoir où se trouve votre valise, donc on va vous la restituer. Là, par contre, je me permets de dire que c'est faux. Parce que la vérité, c'est que la géolocalisation, c'est vous qui savez où se trouve la valise, mais l'agent aéroportuaire ne sait pas où se trouve la valise. Et je prends souvent cet exemple que j'ai pris d'ailleurs ici, mais je vais le redonner pour ceux qui nous suivent. Vous prenez un iPad que vous avez utilisé à un Starbucks, vous l'oubliez au Starbucks et vous rentrez chez vous et vous avez à la maison un iPhone ou un autre outil Apple qui va vous dire je sais où se trouve mon iPad, il est au Starbucks. La personne qui va trouver l'iPad au Starbucks, malheureusement, ne sait pas à qui appartient l'iPad. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on est dans l'aérien. La valise, en fait, elle est exactement traitée de la même manière qu'une valise Nanda qui n'a pas de housse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a embarqué dans la valise une technologie qui fait qu'on va avoir des batteries. Il y a une question qui a été posée, notamment au niveau des scans. Clairement, on peut avoir des déficiences. Je rappelle, pour tous ceux qui nous suivent, que quand on passe au PIF, donc au post-inspection filtrage, c'est le fameux poste où on vous demande de mettre les bras en l'air, donc si vous avez fait quelque chose de mal, on vous demande aussi de sortir en fait vos ordinateurs à chaque fois. C'est parce qu'on veut regarder la batterie pour savoir s'il n'y a pas des trucs explosifs à l'intérieur. Donc ça va, à mon avis, ralentir le traitement. Et je pense que les gens n'ont pas été voir les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires pour savoir s'il n'y avait pas avoir des problèmes de traitement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on parle d'une technologie qui va fonctionner avec une application. Qui dit application dit qu'il faut qu'on ait accès à Internet, en Wi-Fi généralement. Donc, les gens qui vont se déplacer avec le roaming, est-ce qu'on a la certitude que dans l'aéroport où on va se déplacer, on va avoir un accès à Internet? Donc, il y a tout un tas de freins et de facteurs de freins qui font que, et dont le premier est tout simplement que la géolocalisation ne permet pas de restituer la valise, qui font que aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, la géologue, pour l'instant, c'est un gadget. Et en plus de ça, dernier point, je termine là-dessus, c'est 850 € pour acheter une valise qui fait la géolocalisation. Donc c'est très très bien. Et je pense qu'il y a un marché sur ça, parce qu'il y a des gens qui sont des geeks et qui adorent ça. Mais pour le commun des mortels et pour la masse des personnes qui voyagent, je ne suis pas certain réellement que ce soit un intérêt. Concrètement, on est d'accord qu'une valise connectée, c'est utile, on peut la retrouver quand elle n'est pas à l'aéroport. Qu'elle est perdue à son hôtel. Exactement. Mais quand on est derrière, dans les coulisses de l'aéroport, même si je sais qu'elle est à Nice, la valise, je sais qu'elle est à l'aéroport de Nice, mais je ne sais pas où elle est dans l'aéroport. Exactement ça. Dans le concret, ce qui va se passer quand on a pris l'exemple sur le tracking, on va aller à l'agent du comptoir, on va dire à l'agent du comptoir, ma valise est à Rome, elle n'est pas partie de l'OGT, donc vous allez informer le passager et vous allez informer l'agent du comptoir. Et l'agent du comptoir va faire exactement comme une autre valise. Il va dire quelle est la couleur de votre valise et il va pas du tout vous la restituer. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai ce petit avantage-là vraiment de bien connaître l'aérien. Donc c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on aime bien. Le dernier point, c'est peut-être évoquer un petit peu cette levée de fonds. Combien est-ce que tu cherches aujourd'hui? Et avec quel partenaire on travaille sur Alors, je cherche 500 000 €, parce que vous l'avez compris, s'il y a des quantités à la clé, il va falloir être capable donc, de produire. Donc, il y a dans l'utilisation de ces fonds, il y a 60% qui vont être mobilisés pour le développement et l'accélération des ventes et la concrétisation.
Il y a à peu près 25% qui vont être utilisés pour tout ce qui va être la supply chain, le back-office, renforcer les équipes techniques, parce que si on vend dans la grande distribution, il y a ce qu'on appelle le réassort pour être capable de suivre tout ça. Et il y a 15% qui vont être utilisés aussi également pour tout ce qui va être création d'une gamme complémentaire à venir, on l'a un peu évoqué. Donc aujourd'hui, pour atteindre ces 500 000 euros, on a eu premièrement des partenaires, des business angels, donc des anges financiers qui nous aident vraiment dans ce développement-là. Et entre autres, je peux citer Amba, je peux citer Val Angels, je peux citer ATC, je peux citer aussi également Coalescence, qu'on a rencontré, Paris Business Angels aussi également, pour ne citer que, et d'autres aussi à venir parce qu'on a fait le tour des réseaux de Business Angels pour pouvoir réunir cette somme-là qui est une somme quand même assez importante. Juste pour préciser, c'est jusqu'à 500 000 euros, c'est à partir de 350 000 euros le tour se fera. C'est ça. L'objectif réel étant de 500 000 euros. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis on a bien avancé puisqu'on a déjà commencé à faire une belle petite collecte déjà. Exactement. Là, on est à combien? On est à 150. On est à, alors je sais pas uniquement du côté des réseaux, on est à 150, donc on est à 200 et des poussières. Ouais. Donc on a bien avancé. Je te propose qu'on passe à la dernière étape. Oui. Je crois que tu vas tirer au sort dans mon bonnet. Le vainqueur de la housse Biblib, je t'en prie. Une main innocente alors. Une main innocente, donc c'est toi. Très innocent. Oui. Ah, on me le dit toujours. Et tu vas pouvoir annoncer. Ah, j'annonce moi. D'accord. C'est ta housse, hein. D'accord. Ah ben, et comme par hasard, c'est en plus une personne qui a donné que des questions très pertinentes, donc c'est Clotilde. Et voilà, et c'est sûr, puisqu'elle a fait beaucoup de questions, donc du coup, elle a eu beaucoup plus de chances de gagner. D'accord, ben, super. Et ben, je te remercie. Félicitations à Clotilde. Et puis, on vous enverra cette housse dans les semaines à venir. Ouais. Je vous remercie à tous. Je te remercie, William. Merci beaucoup, Georges. On pourra retrouver du coup cette conférence en ligne directement sur notre blog et éventuellement, sans aucun problème, nous contacter directement sur le site sowefund.com pour poser d'autres questions à William, pour regarder le projet Biblib, pour compléter votre dossier d'investisseur si vous ne l'avez pas déjà fait, et pour investir sur la société à partir de 100 euros. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous, merci de nous avoir suivis. Merci, bonne soirée.